Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Tourner la page du délabrement et de la clochardisation de la justice française. C'est dans ces termes que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté au Sénat le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice pour la période 2023 à 2027. Tourner avec vous la page de mauvaises habitudes qui gangrènent notre justice depuis plus de 30 ans. La première de ces mauvaises habitudes est celle qui consiste à demander toujours plus à la justice en lui donnant toujours moins. Oui, je suis venu tourner avec vous la page du délabrement, de la clochardisation de la justice française. La route est encore longue, bien sûr, mais nous allons désormais dans la bonne direction et d'un pas résolument assuré. Nouvelles embauches et nouvelles places en prison pour recruter 10 000 nouveaux agents, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers à l'horizon 2027, et construire 15 000 places en prison supplémentaires. Le garde des Sceaux a promis une augmentation conséquente des crédits alloués au ministère de la Justice. Sur les 5 prochaines années cumulées, les crédits du ministère de la Justice augmenteront de près de 7,5 milliards d'euros. À titre de comparaison, ils augmentaient de 2 milliards seulement sous le quinquennat du président Sarkozy et de 2,1 milliards sous celui du président Hollande. Non seulement ambitieux, mais également généreux, Éric Dupond-Moretti assure au personnel judiciaire déjà en poste une revalorisation de leur salaire. On ne peut pas annoncer d'un côté le plus grand plan d'embauche de l'histoire de la justice et de l'autre ne rien faire pour attirer nos compatriotes vers ces missions qui sont des missions passionnantes, mais il faut le dire également, des missions très difficiles. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, l'État doit leur manifester sa reconnaissance. C'est ce que prévoit cette loi de programmation qui entérine d'importantes revalorisations et notamment une hausse de 1 000 € mensuels pour les magistrats, qui sera effective dès l'automne. Je veux vous rappeler qu'ils n'ont pas été augmentés depuis 1996. Le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice pour la période 2023-2027, ce n'est pas seulement une augmentation des moyens, c'est également la promesse d'une procédure pénale plus simple et des délais de jugement plus courts. La dernière est sans doute la pire des habitudes, mesdames, messieurs les sénateurs, est celle de ne pas placer au cœur des réformes le justiciable, qu'il soit victime, accusé, demandeur ou requérant. Et je le dis clairement, ce plan d'action et ces projets de loi ont l'ambition de répondre concrètement aux attentes de nos concitoyens, au premier rang desquelles celle d'une justice plus rapide. L'objectif est simple, je veux diviser par deux l'ensemble des délais de justice d'ici 2027. Donc, le contenu de ce projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 3 mois dernier et avec lui le projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire qui se justifierait par une approche plus globale de la justice. Une autre mauvaise habitude est celle d'avoir en matière de justice une approche parcellaire. Le plan d'action pour la justice est un plan global qui touche toutes les matières, pénale, civile, organisationnelle, commerciale, etc. Et ce, en utilisant tous les leviers, législatifs, organiques, budgétaires et bien sûr réglementaires. Donc ces deux textes sont le fruit des travaux menés au cours des États généraux de la justice, lancés en octobre 2021 à Poitiers par le président de la République, dont les conclusions qui lui avaient été remises en juillet 2022 figuraient dans le rapport Sauvé. J'ai de la chance d'avoir un président de la République qui a voulu qu'on donne enfin les moyens à la justice. C'est ému Éric Dupond-Moretti qui a promis au micro d'Eléa Salamé un emploi d'embauche historique. On écoute. Moi, j'ai la chance d'avoir un président de la République, excusez-moi, qui a voulu que l'on donne enfin les moyens à la justice. J'ai eu 2 premiers ministres, Jean Castex et Élisabeth Borne, qui sont sur la même ligne. Je ne boude pas mon plaisir. Pardon. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, le budget de la justice, il a augmenté durant le premier quinquennat de 40%. Et d'ici 2027, il aura augmenté de 60%. Ce que nous avons fait, ça c'est fait, c'est acté. Nous avons embauché 700 magistrats, 850 greffiers et 2000 contractuels. Bien. C'est un plan d'embauche historique.
Puis on a doté la justice de moyens matériels, d'ordinateurs ultra-portables, de Wi-Fi. Il n'y avait pas de Wi-Fi en 2017. Je me souviens vous l'avoir dit lors d'une interview sur Inter. Bon, ça c'est fait. Et puis, deuxième phase, après les États généraux, le président de la République annonce la création de 1500 postes de magistrats supplémentaires, 1500 greffiers décontractuels, au total 10 000 personnes supplémentaires. Bonsoir Nelly Bertrand. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. Alors j'ai envie de rebondir sur le dernier magnéto où le garde des Sceaux fait presque une déclaration d'amour à Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez également que la justice a beaucoup de chance d'avoir ce président de la République ? Alors, je m'abstiendrai de tout commentaire sur le président de la République. En tout cas, ce qui est sûr pour réagir à ces magnétos, c'est que l'augmentation des moyens de la justice, contrairement à ce qui est dit sur les plateaux télé à grand renfort d'éléments de langage depuis des mois, réparer la justice ne passe pas uniquement par l'augmentation des moyens de la justice et surtout redonner du sens à la justice ne passe pas que par les moyens. Alors évidemment, il y a une augmentation des moyens, ça c'est sûr, mais ça a été dit aussi, l'augmentation des moyens de la justice, elle passe aussi par l'augmentation des moyens de l'administration pénitentiaire pour construire de nouvelles places de prison, 15 000 nouvelles places de prison. C'est une part très importante du budget, parce que rien que ce plan-là, je crois que c'est 751 millions d'euros sur les 9,4 milliards du budget de la justice. Donc c'est déjà une partie qui est énorme, alors même qu'on sait que la construction de places de prison, c'est non seulement très coûteux, mais aussi inefficace à endiguer les problèmes de délinquance et à endiguer la surpopulation carcérale. À l'inverse, les dispositions pénales du projet de loi qui sont censées simplifier la procédure pénale comporte en réalité des dispositions qui viennent booster la durée de la détention provisoire et donc booster la surpopulation carcérale qui atteint des sommets. Et par ailleurs, il y a les moyens, mais il y a aussi la manière dont ils sont utilisés. Et là, pour parer au délabrement de la justice, les orientations qui sont prises nous satisfont pas du tout. Et notamment, ça passe par quoi ? Ça passe par la précarisation des personnels de la justice. On vient recruter en masse des nouveaux attachés de justice qui sont en fait des personnels précaires qui viendront suppléer le manque de magistrats en exerçant une partie de leur fonction principale, qui est leur fonction juridictionnelle, alors même qu'ils ne sont pas entourés des garanties d'indépendance du magistrat. Sans être qualifiés également ? Sans avoir la même formation, en tout cas, ça c'est sûr, en ayant une formation, mais clairement pas la même que celle du magistrat, qui est une formation qui est reconnue, qui est une formation de qualité de 31 mois, et surtout pas les mêmes garanties d'indépendance constitutionnelle. Je voyais tout à l'heure avec le précédent invité le fait qu'on se félicitait, qu'on ait beaucoup parlé de la Constitution, mais la Constitution, il y a aussi un article 64 qui prévoit l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le président de la République est le garant, et je trouve que c'est un article qui n'est pas souvent rappelé. Oui. Vous faites bien de le rappeler, Nelly Bertrand. Alors, Éric Dupond-Moretti, là où vous êtes peut-être sûrement d'accord, a reconnu que la justice française était en état de délabrement et de clochardisation. De votre point de vue, qu'est-ce qui témoignerait de cette clochardisation de la justice ? La situation dans les tribunaux, nous on est tous les jours en lien avec des magistrats dans les tribunaux. Moi-même, j'exerçais auparavant au tribunal de Pontoise. Les magistrats sont clairement pas dans des conditions qui leur permettent de rendre la justice dignement, de répondre aux attentes des justiciables, de fournir un service public de qualité. Il y a des problèmes d'effectifs, ça c'est certain, des problèmes matériels aussi qui sont assez parlants. Quand on parle aux magistrats, ils nous parlent de leurs problèmes d'imprimante, de leurs problèmes de logiciels qui datent des années 90, de l'eau qui coule dans les tribunaux. Voilà, c'est ça l'état de la justice aujourd'hui. Et contrairement à ce qui est dit et répété sur l'augmentation des moyens depuis 2020, en réalité, la situation ne s'est pas du tout améliorée, voire s'est empirée depuis cette période. Alors, Emmanuel Macron est quand même au pouvoir depuis 6 ans. Pourquoi avoir attendu le deuxième mandat pour défendre une réforme aussi, en tout cas qui est présentée comme étant ambitieuse, même voire révolutionnaire ?
Alors, il faudrait lui poser la question à lui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est faite attendre. Il y a eu ce lancement des États généraux de la justice en 2021, et ensuite cette tribune qui a été rédigée en 2021, qui avait fait beaucoup de bruit de la part de plus de la moitié des magistrats de France qui avaient déploré l'état de délabrement de la justice, qui a permis de faire un petit peu bouger les choses au moment des présidentielles et par la suite qui a permis des annonces tonitruantes de hausse des effectifs, etc. Voilà, après, encore une fois, il y a la hausse des moyens, il y a la hausse des effectifs, il y a les revalorisations, mais après, il y a aussi ce qu'on en fait. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail des réformes mais parce que je n'ai pas le temps, mais ce qui est fait là aujourd'hui, c'est précarisation des emplois avec je l'ai dit, des attachés de justice qui viennent remplacer les juges. On tente aussi de barrer l'accès aux juges dans certains contentieux pour les décharger. Mais encore une fois, on transfère des contentieux où le juge a un office très important de protection et notamment, je pense à la saisie des rémunérations, qui est une procédure qui est très compliqué à vivre pour ceux qui doivent de l'argent, pour les débiteurs. Le juge est garant de cette procédure actuellement, et cette procédure va être transférée à des commissaires de justice qui sont pas des personnels de la justice publique et gratuite, et qui risquent d'aggraver encore plus la situation des justiciables qui sont pourtant les plus vulnérables. Donc ça pose difficulté. Et puis encore, on parlait de la procédure pénale, de la simplification et de l'efficacité. Mais au nom de l'efficacité de l'enquête, par exemple, on ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, on ne porte pas atteinte aux droits des justiciables, et en l'occurrence, c'est le cas avec les techniques d'enquête qui sont autorisées, les nouvelles techniques d'enquête, et notamment l'installation de mouchards dans tous les objets connectés des gens, qui permet une surveillance à tout instant. Alors c'est sûr que ça sera plus efficace pour l'enquête. En revanche, l'atteinte au droit à l'intimité de la vie privée est complètement disproportionné à notre sens à l'objectif qui est poursuivi, et en ce sens très très problématique. Effectivement, c'était le 7 juin dernier, les sénateurs adoptaient l'article 3 qui comporte des dispositions diverses sur la procédure pénale, notamment l'extension des perquisitions de nuit ou l'activation à distance des téléphones portables à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire pour des affaires de terrorisme. Alors par voie de communiqué, l'Ordre des avocats de Paris a réagi à cette possibilité nouvelle de l'activation à distance de tout appareil électronique, dont le téléphone portable de toute personne qui se trouve en tout lieu, constitue une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée et qui ne saurait être justifiée par la protection de l'ordre public. Donc c'est une réserve que vous partagez, comme vous venez de le dire. Alors l'Ordre des avocats de Paris estime que ces dispositions apparaissent contraires à la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors Nelly Bertrand, est-ce que selon vous, il y a de grandes chances que cette mesure soit retoquée par le Conseil constitutionnel? C'est ce que je disais à l'instant. Pour nous, en tout cas, je ne sais pas ce que fera le Conseil constitutionnel, mais pour nous, il y a une atteinte qui est complètement disproportionnée au droit à l'intimité de la vie privée. Les objets connectés, c'est quand même extrêmement large. C'est-à-dire qu'un babyphone, c'est un objet connecté. La voiture, c'est un objet connecté. Le téléphone, évidemment, l'ordinateur, tout un tas d'objets qui entourent le quotidien et qui, du coup, créeront une surveillance de tout instant, sachant qu'effectivement, ces dispositions, pour l'instant, ont un champ d'application qui est limité et qui va pas s'appliquer à tous les délits ni tous les crimes. Mais ce qui se passe très régulièrement dans la loi, c'est qu'au début, on introduit un dispositif attentatoire aux libertés uniquement pour le terrorisme et la criminalité organisée, et ensuite, ça va être étendu plus largement au droit commun. Et d'ailleurs, ce projet de loi lui-même le fait, puisque les perquisitions de nuit, qui sont aussi attentatoires au principe d'inviolabilité du domicile, n'étaient autorisées à l'origine que pour le terrorisme, puis pour la criminalité organisée, et maintenant ça commence à être étendu par ce projet de loi au droit commun. Donc c'est une évolution qu'on craint au-delà même du fait que déjà pour nous c'est disproportionné. Alors il y a également un autre article de loi qui a été adopté par les sénateurs, ce sont les articles sur la hausse des moyens budgétaires alloués à l'institution judiciaire et l'habilitation donnée au gouvernement à réformer le code de procédure pénale. Ils ont d'ailleurs porté à 1800 les recrutements supplémentaires de greffiers d'ici 2027 et à 600 le nombre de postes de conseillers pénitentiaires d'insertion
et de probation. Est-ce que vous saluez cette mesure ? L'augmentation des effectifs, évidemment, elle est bienvenue pour tous les personnels de la justice, pour les greffiers, pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, pour les magistrats. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'elle ne sera pas suffisante tant le délabrement, la clochardisation, comme le dit si bien Éric Dupond-Moretti, est important. Et pour vous dire, par rapport aux magistrats, lorsque les chefs de juridiction ont dû exprimer leurs besoins réels dans les juridictions, quand ils ont été sollicités pour le faire, après justement cette tribune à laquelle je faisais référence, les besoins exprimés étaient de plus 5000 magistrats. Donc avec les 1500 qui sont annoncés, c'est bien, on peut pas nier que c'est bien, c'est mieux que rien, mais on est très 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 loin du compte. Il aurait fallu aller plus loin. Oui. Voilà, penser à augmenter le nombre de magistrats au lieu d'augmenter le nombre de places, de construction de places dans les prisons. Ce qui est assez aussi même d'ailleurs surprenant, c'est parce qu'en fait la Cour européenne des droits de l'homme encourageait plutôt la France à désengorger les prisons, et c'est aussi d'ailleurs pour ça, je crois que c'était en 2008 qu'il y avait eu la promulgation de toutes ces procédures alternatives en procédure pénale, de jugement, etc., pour éviter de remplir ces prisons, et finalement on fait clairement un bond en arrière avec cette réforme qui serait donc finalement pas si historique que ça. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on va construire des nouvelles places de prison pour remédier à la surpopulation carcérale, et on se rend compte qu'en fait, plus on construit des places de prison, plus on les remplit. Et là, on a construit des milliers et des milliers de places de prison depuis 20 ans. Or, la surpopulation carcérale n'a jamais été aussi élevée. Donc, on voit bien que c'est un moyen qui est complètement inefficace. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus d'être extrêmement coûteux. Alors même que le rapport Sauvé, qui est le rapport qui a été rendu à la suite des États généraux de la justice, préconisait la mise en place d'un mécanisme contraignant de régulation carcérale qui contraindrait le juge, lorsqu'une personne est mise en détention, à en faire sortir une autre pour justement véritablement lutter contre la surpopulation carcérale. Cette proposition-là n'a pas été reprise par le garde des Sceaux, alors même que les États généraux de la justice étaient censés être la feuille de route pour le quinquennat. Vous avez un peu anticipé ma question. D'après, donc finalement, ce projet de loi dit Moretti n'est pas une restitution fidèle des conclusions de cet État généraux de la justice. Non, mais je parlais de cette surpopulation carcérale. J'ai d'autres exemples. On a le statut des magistrats du parquet, évidemment, que nous, on considère pas suffisamment protecteur et pas à même d'assurer une véritable indépendance des magistrats du parquet. Ça, c'est pareil. Le rapport des États généraux de la justice préconise cette réforme. Aucune réforme constitutionnelle n'a été annoncée pour le quinquennat pour justement modifier le statut du parquet. Et par ailleurs, je le disais tout à l'heure, la saisie des rémunérations, c'est très difficile à expliquer en quelques minutes, mais c'est une procédure où le juge a un rôle très protecteur des plus vulnérables, et le rapport Sauvé, s'agissant de cette procédure civile et s'agissant de la procédure civile en général, a lui-même dit qu'on était allé trop loin dans la déjudiciarisation, donc dans le fait de transférer les compétences du juge à quelqu'un d'autre que le juge. Et malgré ça, qu'est-ce qui sort dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice ? Une nouvelle déjudiciarisation, un nouveau barrage à l'accès aux juges. Et encore une fois, d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme avait pointé la dépendance plutôt donc, des magistrats du parquet, et aussi avait encouragé la France à revenir justement à prévoir justement une réforme de la législation pour que ces magistrats du parquet soient réellement indépendants au nom de ces principes directeurs de la procédure pénale. Et une fois de plus, ce projet de loi fait complètement fi alors c'est même pas des recommandations, ça serait même peut-être des conditions, des consignes plutôt contraignantes de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que pour nous, les choses ne se sont absolument pas faites dans le bon ordre. Il y aurait dû d'abord y avoir une réforme constitutionnelle qui venait réformer ce statut du parquet, c'était la première chose à faire. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, faire un projet de loi d'orientation de programmation pour la justice qui tienne compte de cette modification de la réforme, alors que là, le projet de loi d'orientation et de programmation arrive avant et vient donner en plus des nouveaux pouvoirs au parquet dont l'indépendance
indépendance n'est pas assurée, en utilisant le juge des libertés et de la détention pour valider les décisions qui sont prises par le parquet, parce qu'on sait que sinon on n'est pas en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme, sauf que le gouvernement sait pertinemment que le juge des libertés et de la détention n'est pas mis en mesure d'exercer son rôle de contrôle par un juge indépendant suffisamment bien pour que la procédure soit, que les droits des justiciables soient suffisamment respectés. Alors, je le disais en introduction, le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice s'articule avec le projet de loi organique portant sur le statut de la magistrature. Le garde des Sceaux présente ce texte comme l'une des plus grandes et des plus importantes réformes statutaires des magistrats depuis 1958. Ce projet de loi devrait notamment modifier les modes de recrutement et d'affectation, créer un nouveau grade et durcir le mécanisme disciplinaire dans la magistrature. De quoi susciter les inquiétudes de votre profession ? Oui, on est assez inquiet par ce projet de loi organique qui a une valeur quand même qui est très importante puisqu'elle est prise en application de la Constitution. Et je parle beaucoup depuis le début de l'indépendance de l'autorité judiciaire et notamment on est inquiet au syndicat de la magistrature de ce point de vue-là. Et notamment un amendement a été voté au Sénat la semaine dernière puisque le texte est passé au Sénat avant de passer à l'Assemblée nationale qui vient restreindre le droit syndical des magistrats. En utilisant le sacro-saint principe de l'impartialité et en disant que le droit syndical des magistrats ne pourrait s'exercer que sous réserve du respect de l'impartialité des membres du corps judiciaire. Alors, quand on dit ça comme ça, on se dit, il n'y a pas de problème. Évidemment, les magistrats sont soumis à un principe d'impartialité et je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans la prise de décision au quotidien, dans les affaires individuelles, les magistrats sont soumis à un principe d'impartialité et c'est normal que tout justiciable, quand il se voit confronté à un juge, soit en attente d'un juge qui soit impartial et qui ne juge pas en fonction de ses opinions. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le droit syndical des magistrats. Il y a une confusion qui est alimentée par cet amendement entre le principe d'impartialité d'une part et l'expression syndicale des magistrats qui est en fait le droit des magistrats à prendre position dans l'espace public et à critiquer une action gouvernementale et une action législative qui serait à l'encontre des valeurs qui sont défendues. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé récemment dans un arrêt qui condamnait la Turquie, c'est dire le symbole, parce que la Turquie avait sanctionné disciplinairement une représentante syndicale qui avait osé prendre la parole dans les médias. La Cour européenne des droits de l'homme est venue rappeler qu'en tant que représentante syndicale, elle était une actrice de la société civile et qu'en ce sens, elle avait le droit et même le devoir d'exprimer son avis sur des débats qui sont d'intérêt public. Donc, il y a vraiment juridiquement rien à tirer de cet amendement qui vient confondre la liberté d'expression des syndicats et la notion d'impartialité. Mais par contre, politiquement, c'est extrêmement inquiétant parce que la volonté derrière, c'est de venir museler l'expression syndicale des magistrats et en faisant planer en fait sur eux une menace disciplinaire. C'est ça l'idée, c'est que sur le fondement de ce texte, le garde des Sceaux qui a l'initiative des poursuites disciplinaires contre les magistrats pourra venir les poursuivre devant l'organe disciplinaire qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Et même si ces poursuites n'aboutissent pas, c'est le propre des procédures Bayon, c'est qu'il va y avoir un effet dissuasif qui est très fort. Et ce sur quoi je voulais alerter aujourd'hui, parce que ça peut paraître quelque chose qui est très interne à la magistrature et encore plus au syndicat de magistrats, mais c'est pas le cas, ça concerne vraiment tout le monde, parce que derrière tout ça, c'est un affaiblissement de l'autorité judiciaire qu'on y voit, et dans un contexte où justement les équilibres démocratiques sont mis à mal, et on le voit tous les jours. D'où l'importance de défendre les dernières expressions critiques qui restent chez les magistrats. Et par ailleurs, c'est aussi une attaque au droit syndical en général. Et là, on s'attaque à un syndicat de magistrats parce que c'est facile, on ne représente pas grand monde. Mais après, qu'est-ce que ça va être ? Qui va ensuite être visé par ces attaques-là ? Et qu'est-ce que les contre-pouvoirs vont devenir dans la société ? Et donc là, la semaine prochaine, le texte passe à l'Assemblée nationale. Il est discuté en commission et ensuite en séance publique le 26. Nous, on demande à ce que les députés se mobilisent pour faire voter la suppression de cet amendement qui est, à notre sens, un signal
très fort, pour reprendre les termes de l'amendement, contre la liberté d'expression. Donc vous sensibilisez les députés pour les pousser justement à écarter cet amendement. Quelles sont les autres actions que le Conseil supérieur de la magistrature met en œuvre pour faire reculer ce projet de loi organique qui vient complètement qui viendrait restreindre votre droit syndical? Oui, on est donc notre organe syndical, notre organe disciplinaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Il est déjà venu rappeler ce principe d'indépendance de l'autorité judiciaire plusieurs fois ces derniers temps, et notamment lorsqu'une juge de Mayotte avait rendu une décision qui venait suspendre les opérations de démolition qui avaient été décidées par le pouvoir exécutif dans le cadre de l'opération Wambushu. Elle avait été violemment prise à partie par le pouvoir politique et d'ailleurs par certains médias aussi, sous prétexte qu'elle était supposément syndiquée et que son appartenance syndicale supposée venait mettre à mal son impartialité. Et en fait, c'est exactement ce qu'on reproche à cet amendement qui vient d'être voté, c'est de pouvoir du coup donner une légitimité pour remettre en cause toutes les décisions qui sont rendues par certains juges au prétexte de leur appartenance syndicale, ce qui revient en fait à nier le droit syndical dans la magistrature qui, selon nous, est complètement inconstitutionnel. Donc cet amendement, il a quand même une résonance très politique. On a l'impression effectivement que quelque part on vient sanctionner cette magistrate qui avait, comme vous l'avez rappelé, effectivement discuter cette opération Wambushu. Donc il s'agit définitivement de vous... oui, et puis qu'il avait discuté, c'est-à-dire qu'elle avait rendu une décision qui n'allait pas dans le sens de ce qui avait été décidé par le pouvoir politique, mais c'était même pas une discussion d'ordre politique pour le coup, c'était une affaire individuelle et elle a jugé en droit et elle a été prise à partie violemment par sa supposée appartenance syndicale et par les positions qu'avait prises le syndicat de la magistrature sur la question de l'opération Wambushu, ce qui est en fait une confusion des genres, mais totale. Oui. Ça remet en question aussi le principe de la séparation des pouvoirs, en plus du droit syndical des magistrats. Tout à fait. Ça vient mettre à mal l'indépendance de l'autorité judiciaire qui est, avec l'exécutif et le législatif, le troisième pouvoir. Merci beaucoup, Nelly Bertrand, secrétaire générale du syndicat à la magistrature, pour tous ces éclairages.